1. Une flamme et c'est la fête. 2. Que des têtes allumées. 3. S'enjailler, c'est la quête, ce que t'as prévu annuler. Vive le triple filtre. Smoke weed every day. Bienvenue mes canailles sur Thunder, premier podcast de Grower. Et c'est toujours ton gars sur Mr Green qui te présente ce podcast. Et comme toujours, nous sommes connectés à notre Discord pour parler de sujets passionnants et échanger de nos expériences. Et aujourd'hui, on va parler des substrats et des racines. C'est un sujet primordial pour comprendre comment notre plante se développe, pour faire des belles fleurs. Mais avant de commencer un podcast comme il se doit, nous avons notre fameux disclaimer destiné surtout à nos chers amis mineurs. Bon les mecs, je vais me répéter à chaque début de podcast. Tu mets du gaz à plus de 30% taux de THC alors que ton cerveau il est en plein développement, c'est une putain de mauvaise idée. On est à Barcelone et on se connecte sur le forum. Bon, mes canailles, avant de commencer ce podcast, ça me tenait à cœur de vous rappeler que Kenai Kikit est un média 100% indépendant. Donc ici, il n'y a personne qui va te dire que ce truc c'est génial alors que tout le monde sait que c'est de la merde. Dans cette époque où simplement de communiquer sur cette plante c'est problématique, tu te doutes bien que tout ce que l'on communique ne peut pas se retrouver sur YouTube. Donc maintenant, à toi de venir nous chercher et comme à l'ancienne, tu trouveras de vraies informations. Allez, que le podcast commence. De la mauvaise herbe des bas quartiers, les mauvais garçons, la canaille. On est bon mes canailles ? Allez, c'est parti. Ouais. Bon, bah écoutez, après la suite de l'ancien épisode qui était, je vous rappelle, sur l'arrosage. Donc après l'arrosage mes canailles, on va enchaîner avec les substrats et la relation des racines dans les substrats. Et un peu, on va essayer de comprendre un peu tout ce qui se passe dans tout ce bordel parce que c'est vraiment un deal et une relation très particulière qui, en fonction de notre culture, change totalement. Du coup, on va prendre le temps de voir les points positifs et les points négatifs parce que comme dans toute culture, comme dans toute façon de cultiver, il y a toujours des avantages et des fois des inconvénients. Il n'y a aucune culture qui est parfaite, il n'y a que des critères. Et nous, après, s'arranger avec ces critères et surtout trouver la meilleure façon de fonctionner dans tous ces critères pour qu'on puisse sortir des magnifiques fleurs. Et surtout, moi, à mon avis, et on va voir via cet angle de podcast, on va essayer de comprendre pourquoi moi je suis dans les living soil, pourquoi j'aime les living soil et des cultures saines, parce que on va voir le cannabis c'est vraiment une plante qui capte énormément de choses dans le sol et aussi hors sol, parce que je vous rappelle mes canailles, même si je suis un pro sol vivant, je reste aussi un féru de culture, donc je connais très bien les cultures en hors sol et on va en parler. Je ne suis pas du tout fermé à en parler et je vous rappelle que toutes les personnes qui sont sur le Discord qui cultivent en hors sol, qui cultivent en minéral et tout ça, à chaque fois on les aide avec grand plaisir. On n'est vraiment pas là pour dire il y a que comme ça qu'il faut faire, il y a que comme ça qu'il faut faire. Au contraire, on est très ouvert, même si on a le droit quand même d'avoir des préférences et on est là en mode bonne weed, bonne terpène. On est là pour kiffer les gars. Donc voilà, donc après une intro un peu trop longue comme d'habitude, on va enchaîner sur les substrats parce qu'après avoir compris comment il fallait arroser, qu'est-ce qui se passe dans ce substrat. Déjà, on va commencer avec un style de sol qui moi me correspond moins, mais tout ce qui est on va dire type hors sol. Donc quand je dis type hors sol, c'est vraiment, faut le voir vulgairement comme de la culture hydroponique, voilà. Du coup, on peut retrouver facilement dans ces styles de culture de la coco, de la bille d'argile, du feutre NFT et des pains de laine de roche. Après, il y a aussi l'aéro dans des petits paniers avec brumisation dans des canals fermés. Mais bon, voilà. Vraiment, il y a plein de styles, il y a le passif, le nanani nanan, donc vraiment les gars, à partir du moment où on n'a pas une terre, on n'a pas quelque chose où les racines viennent obstruer, où les racines sont protégées de la lumière, où les racines ne sont pas en extérieur,
c'est vraiment en devant de portée direct à manger l'engrais, on est dans une culture tirée hydro typée hors sol. Après, il y a un autre grand trait, enfin il y a une autre grande famille qui est la culture plus classique, qui est la culture en pot ou en pleine terre. Bon là, c'est plus évident, on connaît un peu tous ces styles de culture-là, parce que c'est vraiment la façon primaire qu'on a de cultiver une plante, c'est-à-dire dans la terre. Et pour du canna, souvent, et du chanvre, on utilise souvent des tourbes, des sols à connotance avec beaucoup de tourbes. Pourquoi des sols avec beaucoup de tourbes? Parce qu'on va voir après, ce sont des sols très aérés qui gèrent l'eau d'une façon très particulière, qu'on verra un peu plus en détail, parce qu'on a besoin de complexité, on a besoin d'une plante qui absorbe énormément, mais sans trop retenir. Voilà, du coup, on va comprendre un peu tout ça. Et on va essayer aussi de répondre un peu à cette première question qui est « Qu'est-ce qu'un bon substrat ?» Déjà, ça va être très simple avec l'hydro et tout ce qui est culture hors sol, parce qu'il n'y a pas vraiment de débat sur qu'est-ce qu'un meilleur substrat dans ces cas-là. Il y a des styles, il y a des pains de laine de roche qu'on peut empiler les uns sur les autres. Il y a des personnes qui vont faire ça plus dans des bacs avec des billes d'argile, et d'autres avec des feutres NFT où on va venir souvent poser des pains de laine de roche sur des feutres afin que les racines puissent coloniser toute cette portée, tout ce qui se passe et tout le système, quoi. Et voilà. Donc, en soi, après, c'est plus à comprendre quel système nous correspond plus et quel système est facile d'utilisation pour nous. C'est-à-dire que dans notre espace de culture, une fois qu'on a choisi notre espace, bah voilà, je veux cultiver dans cette chambre-là, je veux cultiver dans ce garage-là, dans cette buanderie, enfin... Je ne sais pas où est-ce que vous cultivez, les gars, mais à partir de ce moment-là, vous savez quel système vous pouvez poser, parce qu'il y a des systèmes, tout simplement, il faut faire le tour à 180 degrés. Si on peut pas, on est niqué. Donc voilà, si on peut que accéder par en face, bah, des fois, il vaut mieux utiliser des pots qu'on puisse enlever les uns après les autres que par exemple un système NFT où une fois que ta plante elle est implantée, bah là, t'es foutu. Et voilà, du coup, en hydro, il n'y a pas vraiment de débat sur quel est le meilleur substrat ou quelle est la meilleure façon de faire. Ça va plus être une question de technique, d'emplacement et de gestion d'espace et comment vous allez gérer votre culture de A à Z. Est-ce que vous êtes plus du style à vouloir ouvrir la box et aimer passer dans tous les sens? Après, si vous n'avez pas de box, voilà, c'est autre chose, mais souvent les gens cultivent plus dans des box. Ou alors, est-ce que vous pouvez ouvrir qu'à un endroit et, on va dire, vous avez plus de profondeur, mettre les pots les uns après les autres derrière vous et travailler comme ça tout en replaçant à chaque fois à la fin de la session. Donc voilà, donc sur l'hydro, comme je vous dis, pas vraiment de débat. Là où il va y avoir un peu plus de débats, par contre, c'est sur la terre. La terre, c'est vraiment différent parce que la terre, tout le monde a ses petits trucs et astuces. Et du coup, c'est pour ça que moi, je vous dirai pas, c'est comme ça qu'il faut faire et c'est d'une façon intransigeante parce que on va dire qu'à partir du moment où on respecte 4 points fondamentaux, votre sol, il est bon. On va dire, pour moi, le premier qualificatif d'un bon sol, c'est l'aération. Est-ce que les racines respirent? Est-ce que les racines, malgré la terre qui est plus dure à pénétrer que de l'hydroponie, ou comme je vous disais, elles sont hors sol, donc là, c'est la plupart du temps, elles sont dans l'air, donc il y a aucune résistance pour la racine pour qu'elle puisse se développer et du coup après on verra que ça aura aussi une incidence sur la structure de la racine qui après aussi est un reflet de la structure de la plante parce que si notre racine n'a aucune butée, n'a rien qui a du mal à la faire se développer et du coup elle est plus longue, elle est plus élancée, ça a aussi une répercussion sur la structure de notre plante. Voilà. Du coup, on revient à nos 4 qualificatifs fondamentaux. L'aération, vraiment avoir un sol aéré, que nos racines puissent bien pénétrer le dessus et
le dessous et le dessus afin qu'on ait des racines qui puissent bien respirer et absorber les nutriments ainsi que envoyer les bonnes informations à notre sol. Parce que aussi petit rappel les gars de notre podcast précédent, c'est que il y a la photosynthèse, donc toujours cet équilibre avec l'oxygène, l'eau et la lumière. Donc voilà, donc vraiment l'aération pour moi fait partie des 4 fondamentaux, voire même un des premiers 4 fondamentaux. La rétention d'eau, voilà, un truc très important. Faut que votre sol puisse toujours retenir de l'eau, puisse toujours garder les nutriments. Parce que... Ah, attends, Chocodile, est-ce que tu peux couper ton micro, frérot, s'il te plaît, parce que tu me fais des échos. Après la rétention d'eau, on va dire c'est vraiment le drainage. Du coup, c'est similaire à la rétention d'eau, mais c'est plus dans le sens inverse, quoi. C'est vraiment, est-ce que tout en retenant l'humidité, est-ce que votre sol arrive à enlever les excédents d'eau? En gros, est-ce que une fois que votre sol est arrivé à une certaine saturation d'eau, comme on va pouvoir voir après via le Discord, on a des personnes qui ont fait des tests et tout ça. Voilà, déjà je vous le dis, mais à partir de 70% d'humidité dans votre sol, votre plante ne respire plus, il n'y a plus d'échange et on est vraiment dans une phase descendante. Et même une plante qui est adulte, qui est grande, peut mourir. Même une plante en floraison qui, il y a une semaine, pétait la forme et tout ça et tout. Là, vous lui faites une intoxication racinaire. En une semaine, elle meurt, quoi. Donc, vraiment, l'aération, la rétention de l'eau et le drainage sont 3 choses vraiment à bien comprendre et à bien gérer quand on veut créer soi-même son sol. Parce que là, vraiment, comme je vous réexplique, les gars, on est sur des piliers fondamentaux. C'est comme le 4e, pour moi, c'est la vie microbienne. Donc, à partir de tout ça, est-ce que votre sol arrive à retenir des éléments, arrive à retenir des micro-organismes? Est-ce que votre sol arrive à retenir des bactéries? Est-ce que... Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces 4 points, c'est très compliqué parce qu'il y a des choses qui sont contradictoires comme la rétention d'eau et le drainage avec l'aération et la vie microbienne. S'il y a trop d'air, on peut pas vraiment créer des champignons, on peut pas créer de bactéries vraiment positives pour le sol, pour la décomposition et tout ça. Pareil, si c'est trop tassé, si c'est tout ça, on va créer des fois plus de champignons et de bactéries par manque d'oxygène et vice versa. Donc c'est vraiment en fait un équilibre. Et dans cet équilibre-là, très souvent, on tombe sur un mélange de tourbe blonde, tourbe brune, enfin un mélange de tourbes en tout cas, où après, il y a toujours des agents, les personnes viennent rajouter un peu leur touche personnelle. Et par exemple, dans un light mix, on va retrouver de la perlite, de la vermiculine, voilà, plein de choses qui vont venir compléter ce mélange de tourbes pour que votre plante, une fois que vous la plantez dans votre sol, en fait, vos racines vont pouvoir s'agripper à ce sol et commencer à développer des racines qui sont souvent plus serrées, plus denses, un poil plus épaisse, avec un peu moins de ramifications que en hydro. Mais voilà. Mais elles vont venir, elles vont donner des informations, elles vont venir dealer un peu avec les plantes et tout ça. Donc, une fois que là, on a un petit peu compris qu'est-ce qu'était un sol. En hydro, les gars, on revient dessus, on n'a pas vraiment de débat. Et en terre, voilà, il y a un peu plus de débat, il y a un peu plus de complexité, parce que là, un sol, on peut ramener beaucoup de choses. Voilà. Du coup, est-ce que dans le chat, vous avez des questions? Vous avez des questions sur ces 10-15 premières minutes? Ouais, salut Green. Je sais pas si tu m'entends. Ouais, je t'entends. Salut tout le monde. En fait, moi là dans le chat là, je l'ai mis. Ouais. Moi, je suis en croissance. J'étais en croissance pendant 45 jours. Ouais. Je suis passé en flow depuis 6 jours. Ouais. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que je mets 5 litres tous les 5 jours, à peu près. Pourquoi?
Et en fait, je me demandais par rapport à ce que tu as dit, est-ce que ça veut dire que du coup, les premières 24 heures ou même 36 heures, je dirais, quand mon sol est vraiment gorgé d'eau, est-ce que ça veut dire que ma plante, elle est comme en stase, en fait, du coup, c'est ça? Parce qu'elle n'est pas capable Parce que tu as dit qu'au-delà de 70% d'humidité, Ouais. la plante va avoir du mal. Toi, tu joues très fort avec cette hystérésie dans laquelle on parlait dans le dernier podcast, qui est, des fois, il faut avoir beaucoup d'eau dans son sol pour après le déshydrater, mais toujours rester dans des proportions qui sont assez... qui sont raisonnables pour que la plante ne parte pas en couille, quoi. C'est ce que j'essaye de faire, mais du coup, par rapport à ce que tu as dit, en fait, je voulais un peu mieux comprendre en quoi un sol qui est plus de 70% d'humidité était pas capable de nourrir une plante. Alors, dans ce que j'ai dit, c'est un sol classique. C'est-à-dire que si toi, par exemple, t'es venu faire un sol extrêmement aéré, par exemple, je sais que des fois, il y a des personnes qui viennent mettre, je sais pas, genre 30% de perlite, de vermiculine, tu vois, dans leur sol, ils ont 30% de matière qui est là pour aérer leur sol. Là, dans ces cas-là, ils peuvent monter jusqu'à 70-75% d'humidité parce que, voilà. Mais le problème, là, dans ces sols-là, c'est qu'ils vont avoir un problème de drainage. C'est-à-dire que dès qu'ils vont arroser, tous les engrais, tout va partir dans la coupelle, tout va être drainé et c'est pas top. Moi, ce que je te dirais, c'est que suivant ton sol, suivant comment toi t'as cette relation, c'est bien de beaucoup arroser, surtout dans certaines périodes et d'autres périodes non. Des bonnes périodes, c'est, on va dire, en croissance, quand et uniquement quand le ratio de ta plante, on va dire, elle est assez grande et que ta plante a bien les racines ont bien été colonisées de ton pot à la plante, c'est-à-dire que quand tu arroses, tu peux mettre beaucoup d'eau parce que tu as une belle colonisation des plantes. Par contre, si tu as une petite plante dans un grand pot, je te dirais non. Là, tu vas la tuer clair et net. Mais là j'ai des plantes d'une quarantaine de centimètres, je dirais, et en fait, vu que c'est des pots en feutre, ouais. Quand je tire un peu sur le pot, je peux voir où en est un peu les racines, tout ça. Ouais. Et en fait, elles n'ont pas commencé à tourner dans le pot. En fait, je vois le bout. Ah, mais les racines qui arrivent seulement sur le feutre, tu les verras jamais faire le tour. Les racines dans le feutre, tu les verras jamais faire le tour parce qu'en fait, un feutre... Pourquoi ça ? Justement, en fait, un feutre, comme ça a beaucoup d'oxygène et que ça a beaucoup ça laisse quand même passer la lumière, tu vois. En fait, tes racines, une fois qu'elles essayent de sortir, pouf, elles crament, tu vois, et elles repartent à l'intérieur de ton pot. C'est pour ça que ces pots-là, ils sont bien, c'est qu'en fait, tes racines, elles ne font jamais le contour de ton pot, elles peuvent jamais vraiment s'entremêler parce que elles tournent jamais autour du pot parce que le feutre est un matériau qui laisse passer énormément l'air et aussi de la lumière et en quantité suffisante pour que les racines crament et qu'elles n'aient pas envie d'être dehors. Par exemple, un système hydro, certes, les racines sont en extérieur et tout ça, mais elles sont quand même un minima protégées par les billes, par tout ça. Tandis que là, vraiment, tu as une plante et aussi l'eau qui est toujours là en train d'hydrater et qui lui permet de pouvoir vivre un peu plus au contact de la lumière et tout ça. Tandis que là, toi, ton pot, ton feutre, souvent, il est mouillé que pendant 1 heure ou 2 au moment où tu as arrosé, tu vois. Du coup, quand ta racine, elle sort, elle est brûlée par le manque d'eau, par trop d'air, par un peu de lumière. C'est vraiment pas des conditions qu'il lui faut. Donc, elle revient en arrière et elle colonise vraiment l'intérieur de ton pot, quoi. Ok. Voilà. Voilà. Et après, toi, dans ces styles de pot, c'est quasiment... C'est très, très dur. Je dis bien, c'est très, très, très dur. Je dis pas c'est impossible. J'allais dire quasiment impossible, mais c'est faux parce que j'ai déjà réussi. Tu peux surplomber un pot, mais là, il te faut des soucoupes. Il faut que l'eau, elle stagne longtemps. Enfin, il faut vraiment que tu sois allé le chercher, tu vois, dans les feutres, le surarrosage et le plombage. Vraiment, tu vois, faut vraiment... tu fais mourir une plante dans un pot en feutre ou dans un airpot ou dans un truc comme ça, c'est vraiment que t'es allé le chercher et que tu l'as fait exprès parce qu'il y a tellement d'oxygène, il y a tellement d'air
que normalement l'eau s'évapore tellement mieux. Moi, je cultive en pot plastique parce que j'aime que l'humidité reste dans mon pot. Comme je t'expliquais, j'arrose à petite fréquence, à petite quantité. Donc, j'aime que tout ça reste dans mon pot et que j'ai très peu de drainage, quoi. Parce que pour moi, le drainage, ça va aussi avec une perte de nutriments. Ok, ça marche. Ouais. Et c'est quoi le pourcentage d'humidité qui serait idéal au plus sec avant de justement du coup réarroser? Qu'est-ce que ça serait à peu près? Moi, je sais que à 45%, c'est pas mal. J'ai vu des gars aller jusqu'à 30-35%, mais là, pour moi, ça a des signes que j'aime pas, tu vois. Genre, vraiment, les plantes, tu sais, qui commencent à devenir un peu molles. Tu vois, on va voir, je vais vous expliquer après, dans la fin du podcast, la relation des nitrites, nitrates, ammonium, où on va vraiment partir dans les noyaux, dans les cellules de la plante. Et là, à ce moment-là, tu commences à toucher les noyaux et les cellules de ta plante. Et moi, par exemple, j'aime pas atteindre ce niveau-là de la plante parce que, comme on va voir par après, ça crée des perturbations, ça crée des choses que on va retrouver en fume et qui, moi, me déplaît. Donc, j'essaye vraiment de pas emmener ça jusqu'à ce stade-là. Donc vraiment, un 45%, t'as un pot, quand tu le lèves, il est assez léger, même bien léger, tu vois, facilement. Ta plante ne montre pas de signe encore vraiment de soif, mais quand tu touches ton pot, il est dur, ton sol est assez dur. J'ai pas dit du béton, les gars, j'ai dit qu'il était dur, comparé à quand il est bien humide, où là, tu peux enfoncer ton doigt et tout ça. Moi, par exemple, un sol bien sec, fou, ça y est, les lapsus révélateurs, les sols bien secs, mec, tu fourres ta bite dedans et tu sais que c'est un sol bien sec. Non, je rigole. Et du coup, en fait, pour voir s'il est bien sec, t'arrives très difficilement à rentrer ton doigt dedans, tu vois, t'arrives difficilement à gratter. J'ai bien dit difficilement. J'ai pas dit que c'était impossible. Tu verras quand ton sol il est plus hydraté, que tu tournes à un 55, 60, 65. Là, ton doigt il y rentre facilement, même quand t'as de la racine, t'as tout ça, tu vois. Et tu le soulèves, il est plus lourd, tu vois. Tu vois, tu soulèves, t'as mal au dos, quoi. Ok. Ouais. Les gars, ils disent ça commence à être hot. Ça y est, les gars, je vous parle de doigts. Il y a eu des titres dans tous les sens, là, avec tout ce que j'ai dit, bordel de merde. Donc voilà. Est-ce que j'ai répondu un peu réussi à répondre un peu à tes questions, Jean? Ouais, carrément. Merci beaucoup. Cool. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions un peu sur les pots, les trucs? Voilà, un autre truc qu'on n'a pas trop dit, mais que j'ai quand même beaucoup dit dans l'ancien podcast et que je ne semblais pas bénéfique de le rappeler, mais n'oubliez pas, les gars, la relation de votre pot et de vos racines sont proportionnelles à la colonisation qu'elles ont. Et voilà, j'allais faire une blague douteuse, mais je me retiens, les gars, parce que je suis dans un politiquement correct et nous sommes encore sur YouTube. Du coup, vraiment, voilà, faites attention. Si votre pot, si tout ça n'est pas vraiment colonisé par votre plante, ne marchez pas à plein gaz. Dites-vous bien que vous êtes sur un starter, vous êtes sur un démarrage et qu'il va vous falloir, par exemple, je sais pas, une petite plante qu'on sort de bouturette qui a vraiment quelques racines. Il lui faudra 2-3 semaines avant qu'elle colonise un pot de 11-14 litres avant que vous puissiez vraiment je rigole parce qu'il y en a, il a marqué le temps béni des colonies. Voilà, exactement, le temps béni des colonies, de la colonisation des racines. Ça se passe comme ça. Vraiment, vous savez que votre plante, vous pouvez lui envoyer et lui taper dedans à partir du moment où elle a vraiment colonisé le pot. C'est vrai aussi pour l'hydro, les gars. Mais c'est vrai, mais avec une proportionnalité qui est moindre. C'est-à-dire que en hydro, vous pouvez envoyer un peu la sauce dès le début, même si le C va être plus doux, va être tout ça. C'est-à-dire le C,
Si vous savez pas ce que c'est, les gars, c'est que il vous manque un podcast. Et voilà, si le C, quand on les met dans le système hydro, il est plus doux, puis après il évolue petit à petit. Et ben il faut le voir un peu pareil en sol vivant et en terre. Au début, le C il doit être plus doux et et ça va augmenter petit à petit. Et le C, et comme je vous disais, comme je vais vous expliquer après le développement des nitrates en nitrite, en ammonium, qui sont vraiment la base d'une partie. J'ai bien dit la base d'une partie, ce n'est pas la totalité de votre plante, c'est la base d'une partie de votre plante qui est responsable de sa structure, de son développement et de vraiment ce que l'on arrive à récolter physique de la matière. Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger et on comprendra au fur et à mesure où est-ce que les nitrates se trouvent, où est-ce que les nitrites se trouvent et où est-ce qu'à la fin la transformation ammoniacale, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas de tout ça se passe dans la bactérie, dans les cellules des plantes et où est-ce qu'on retrouve, qu'est-ce qu'on retrouve au niveau des fleurs, au niveau des tiges, au niveau des racines. Tout ce que j'ai dit, tout ce que j'écris, c'est pas moi qui l'invente, c'est beaucoup de recherches, beaucoup d'analyses. Les gars, je vous mettrai un peu tous les liens en bio pour tous les mecs du Discord et tout ça, pour que vous puissiez voir, vous voyez 1, 2, 3, 4, pour que vous puissiez voir d'où est-ce que je tire un peu tout ça. Et aussi, je vais pas vous mentir les gars, il y a pas mal d'expériences de ma part qui font qu'aujourd'hui j'aime les sols vivants pour une certaine chose et aujourd'hui en faisant ce podcast là je vais répondre aussi à beaucoup de questions que je me suis posées pendant des années quoi. Donc voilà, donc après avoir compris un peu les substrats et tout ça, on en était à la colonisation et voilà. Est-ce que d'entrée les gars, il y en a qui ont des questions un peu à poser avec toutes ces racines et tout ça? Non, il n'y a pas forcément de questions. Bon, bah écoutez, nickel. Donc voilà, donc vraiment, on va essayer de comprendre là maintenant la relation des racines et un substrat. Du coup, on va recommencer avec... Ok, non, rien à voir. Ok, donc voilà, maintenant on va essayer de comprendre la relation de nos racines et de notre sol. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on met de l'eau et quelle est l'interaction pour que cette eau, ces nutriments, une fois qu'il est au contact de notre sol et qu'il soit au contact de nos racines, ça arrive à un développement d'un végétal que l'on arrive à voir à pousser, que l'on trouve beau, que l'on trouve joli, que l'on aime cultiver, que l'on aime récolter pour ces magnifiques odeurs et tout ça. Et surtout, je vous rappelle que les gars, moi, dans mon style de culture et ce que j'aime cultiver, c'est surtout des plantes qui sont saines et un maximum équilibrées. Pourquoi je dis ça? Parce que par exemple, quand on cultive en hydro, eh ben, on a une relation directe avec la plante. Et c'est ça que, par exemple, que j'aime pas du tout avec l'hydro, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'intermédiaire naturel. Moi, la plante, c'est une langue que j'arrive à décrypter, mais concrètement, je ne connais pas vraiment. C'est-à-dire que je n'arrive pas à échanger avec une plante. Je ne connais... Enfin, le mec qui me dit qu'il parle avec sa plante, je vais le regarder bizarrement et je vais dire oh ouais, toi et moi on va bien rigoler, mais laisse-moi prendre un verre de bière ou un verre de rhum avant, parce que sinon je sens que je vais pas être sur la même longueur d'onde quoi, tu vois. Donc voilà, donc vraiment moi s'il n'y a pas ce petit intermédiaire avec la plante, je trouve qu'on est trop en contact direct, parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les racines sont en devant et en avant-première, et comme il n'y a pas de terre et il n'y a pas de substrat vraiment qui les retiennent, elles sont, voilà, on est vraiment connectés directement. Du coup, il nous faut beaucoup de matériel. Il nous faut des testeurs pH, testeurs EC, et il nous faut aussi des gestionnaires de cuve, c'est-à-dire des bulleurs, des petits osmoseurs, parce que votre eau, elle n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Parce que comme je vous le répète, il n'y a pas de zone tampon. Et le tampon est vraiment bien un adjectif qualificatif qui lui va bien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va créer un deal entre ce que je vais lui amener et ce qu'elle va recevoir. Donc si je lui amène une soupe qui est pas bien équilibrée, qui est pas bien de ça, elle va avoir des problèmes. Et ces problèmes-là vont se retrouver au niveau de la structure de la plante, au niveau du développement de la plante. Et le pire,
quand ça se retrouve au niveau des noyaux. Et au niveau des noyaux, au niveau des cellules des plantes, là, c'est quelque chose que l'on ne peut pas enlever, qui est irrécupérable, à part avec des techniques de tissu de culture, nanana, mais quand on est en floraison, on va pas envoyer sa plante en tissu de culture, c'est quelque chose qui se passe en croissance, vous savez très bien, mes canailles. Donc voilà, donc comme vous êtes vraiment en contact direct avec cette plante, il faut que vous sachiez exactement ce que vous lui mettiez et vraiment que vous ayez des éléments de qualité mais vraiment hors norme quoi. Faut vraiment que ce soit bien géré, bien envoyé pour que ce soit bien assimilable parce que votre plante elle va pas avoir vraiment le choix. Là c'est vraiment comme si vous faisiez du foie gras et vous gaviez les canards en leur ouvrant le bec et en leur mettant de la nourriture par perfusion quoi. Donc voilà, on est vraiment là pour... Tout à l'heure, en off, j'ai sorti une petite blague. En gros, c'était quoi ? C'était, l'hydro, faut le voir un peu comme des petites princesses qui sont dans un spa ou des athlètes sous perfusion. C'est-à-dire que des petites princesses dans un spa, il leur faut vraiment les conditions parfaites, nanani, nanana, nanani, nanana, pour que ça puisse devenir des athlètes sous stéroïdes. Et après, tout le monde sait que les athlètes sous stéroïdes ne sont pas forcément des grands sportifs. Voilà. Après, ça, c'est encore autre chose. Donc voilà. Et que surtout, je vous dis, les gars, rappelez-vous, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il y a juste des critères. Et au bout d'un moment, on s'arrange avec ces critères-là avec notre conscience. Et notre deal avec notre conscience et nos critères et nos fleurs. Et puis, on arrive à avancer comme ça, quoi. Donc voilà. Donc vraiment, les cultures hydroponiques, faut vraiment les voir comme quelque chose d'intense, de très rapide, auquel vous n'avez vraiment pas le droit à du repos. C'est-à-dire que si un jour vous partez 15 jours en vacances, il vous faudra vraiment quelqu'un qui va venir gérer votre cul, qui va venir gérer tout ça, parce que si vous avez de la chaleur, si vous avez des variations, on va dire si l'eau commence à arriver à 23, 24, 25 degrés, bah c'est pas bon. Merci à toi de venir découvrir nos versions gratuites disponibles sur YouTube ou Spotify. Maintenant, si tu as envie d'en apprendre plus et de découvrir une communauté cannabique unique en son genre, spécialisée Living Soil, et que tu ne veux plus subir les censures de YouTube, d'Instagram ou tous ces autres réseaux, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de devenir une canaille. Et avec ce petit abonnement que tu peux résigner à n'importe quel moment, tu as accès à notre Discord. Et si tu as envie de venir participer au podcast, c'est le lieu et le moment. Donc, à toi de devenir une canaille.